Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue au Palais Royal, au ministère de la Culture plus particulièrement. Le ministère de la Culture occupe le pavillon de Valois que vous voyez derrière moi depuis 1875 environ. Je pourrais vous parler quelques instants de l'architecture du bâtiment dans lequel nous sommes. C'est donc un palais qui a été construit à la demande du cardinal de Richelieu au tout début du XVIIe siècle, à la fin des années 20, par son architecte Jacques Lemercier. Palais qui a été fortement remanié tout au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Tel que vous le voyez aujourd'hui, la façade principale qui est aujourd'hui affectée au Conseil d'État a été construite par l'architecte du duc d'Orléans au milieu du XVIIIe siècle, architecte qui se nomme Contant d'Ivry. Et la façade qui donne sur la ville, c'est-à-dire côté rue Saint-Honoré, a été, elle, choisie par l'architecte de la ville de Paris, Moreau Desproux. Vous voyez également de ce côté le célèbre jardin du Palais Royal, construit également à la demande du duc d'Orléans, surnommé Philippe Égalité à la Révolution, qui a fait lotir en fait le jardin de son palais pour des questions purement financières et a confié les travaux à l'architecte Victor Louis, que l'on connaît également pour avoir construit le Grand Théâtre de Bordeaux. Victor Louis et Philippe Égalité partageaient une passion commune pour la franc-maçonnerie et c'est à l'occasion d'un voyage en fait à Bordeaux que l'architecte a rencontré le duc d'Orléans. Alors c'est un bâtiment qui est assez emblématique à Paris puisqu'il est le lieu en fait de la naissance de la période de la Régence sous un autre duc d'Orléans au tout début du XVIIIe siècle, lorsque Louis XIV décède en fait à Versailles. Louis XV, qui n'est pas encore majeur, quitte Versailles et le régent Philippe d'Orléans s'installe dans son palais et mène une cour assez brillante qui durera jusqu'à l'avènement de Louis XV en 1723. Alors le ministère de la Culture est principalement installé dans le pavillon de Valois, que vous voyez ici derrière moi et qui fait face au pavillon de Montpensier où est installé aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Alors, je vous invite à venir découvrir les espaces qui sont dévolus au ministère de la Culture. Nous sommes évidemment ouverts en ce moment pour les Journées européennes du patrimoine. C'est une condition un peu particulière cette année en raison de la crise sanitaire. Mais nous avons tenu à laisser les espaces ouverts en instituant des visites en fait sur réservation par des petits groupes d'une quinzaine de personnes toutes les 10 minutes. Alors nous rentrons donc dans les espaces qui sont réservés à la ministre, à sa directrice de cabinet et habituellement à son chef de cabinet et à certains de ses conseillers au premier étage. Nous avons actuellement une campagne de travaux assez importante de remise aux normes électriques, donc vous ne verrez qu'une partie des espaces qui sont habituellement dévolus au cabinet de la ministre. Cette antichambre, enfin cet espace qui, je dirais, accueille les visiteurs est décoré comme l'ensemble d'ailleurs des salons du ministère par l'institution du Mobilier National, qui est donc un établissement un service à compétence nationale sous la tutelle du ministère qui dépose un certain nombre d'objets d'art dans beaucoup de palais républicains et dans l'ensemble des représentations diplomatiques en France. Vous avez dans cet espace 4 luminaires qui sont attribués à Jacques Adnet et Gilbert Poyra, qui sont des architectes d'intérieur des années 40. Ce sont des luminaires en fer forgé qui sont dorés. Et puis dans l'alcôve où se trouve le bureau de l'huissier, une tapisserie qui a été déposée également par le Mobilier National, qui est une tapisserie qui s'appelle Aurex, d'un artiste italien d'origine qui s'appelle Pierre Bouraglio. Voici maintenant le célèbre salon du ministère, dit salon Alechinsky, qui est en fait la salle d'attente où se présentent tous les invités de la ministre et de son cabinet. C'est une pièce assez emblématique qui a été décorée à la demande de Jacques Lang en 1985 à l'artiste Pierre Alechinsky. Alors à l'origine, le peintre ne devait effectuer que le mur que vous voyez en face de moi.
Et puis Jacques Lang, au fur et à mesure des travaux, a décidé d'étendre le travail de l'artiste sur les autres murs, ainsi que le plafond. Et enfin, les tapis, dont les cartons ont été réalisés par Pierre Alechinsky et tissés pour les 3 tapis à la manufacture de Lodève, qui est un des ateliers de la manufacture de la Savonnerie, qui est spécialisée dans les tissages de tapis et qui est une manufacture qui dépend également du Mobilier National. L'artiste a une technique tout à fait propre qui consiste à maroufler en fait un papier qu'il a acheté à Taïwan et qu'il fixe sur une toile enduite. C'est un artiste qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Cobra, qui désigne un certain nombre d'artistes issus de plusieurs villes européennes. Cobra en fait pour Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, puisque les artistes étaient tous issus de ces 3 capitales européennes. C'est un mouvement qui a été créé dans les années 60, qui n'a pas duré très très longtemps, et par la suite, l'artiste Pierre Alechinsky est devenu évidemment très célèbre et s'est spécialisé dans cette espèce de peinture très, comment dirais-je, spontanée, où il n'y a pas de repentir. En fait, les dessins sont réalisés sur place par l'artiste et avec cette caractéristique très typique qui consiste à encadrer en fait ces dessins comme dans une bande dessinée dans des carrés. L'ensemble du mobilier que vous voyez est un mobilier qui avait été choisi à l'origine par Jacques Lang, qui souhaitait que ce soit des mobiliers de Charlotte Perriand et de Le Corbusier et de Pierre Jeanneret. C'est les fameux canapés LC2. Alors ce sont des rééditions de la maison Cassina. Et puis la table que vous connaissez certainement tous, qui est une table d'un designer japonais qui s'appelle Noguchi, une table des années 40. Voici maintenant le salon Jérôme, qui est donc le salon attenant au bureau de notre ministre, Madame Roselyne Bachelot-Narquin. C'est un salon qui est à l'origine la chambre à coucher de parade du duc et de la duchesse d'Orléans, qui ont habité le Palais Royal durant tout le XVIIIe siècle. Le décor que vous voyez en fait a été créé dans les années 1820 par un architecte qui s'appelle Fontaine, l'architecte de Napoléon Ier, mais qui a également travaillé tout au long du XIXe siècle. Alors c'est une pièce assez solennelle avec un décor relativement martial, un décor qui est scandé par donc, ces pilastres monumentaux au style composite et entre chaque pilastre des trophées d'armes qui reprennent un vocabulaire très romain en fait, très antique, avec la cuirasse, les faisceaux de licteurs, la devise de Rome, SPQR, Senatus Populosque Romanus, et puis un certain nombre d'ajouts également qui ont été faits sous le Second Empire, parce qu'on appelle aujourd'hui ce salon le salon Jérôme, tout simplement parce que Jérôme Bonaparte, donc le frère cadet de Napoléon Ier, que vous pouvez voir au-dessus du canapé représenté en costume de sacre, a habité le Palais Royal sous le Second Empire. Il était gouverneur des Invalides et il est décédé en 1860 et son corps a été exposé dans cette pièce à la place du canapé où se trouvait le lit de parade. Pour ce qui est de l'ameublement, l'essentiel de ces meubles ont été déposés au début du XXe siècle et choisis par André Malraux en 1959 quand il s'installe comme ministre d'État chargé des affaires culturelles. Ce sont également des dépôts du mobilier national. C'est un mobilier qui a été classé dans son ensemble mobilier monument historique. Alors il a une petite caractéristique ce mobilier, c'est qu'il provient de châteaux ou de résidences impériales qui ont toutes disparu. Alors je parlerai rapidement des fauteuils, chaises et canapés qui appartenaient au salon du billard au palais de Saint-Cloud qui a disparu en 1870, ainsi que ces 4 torchères en bois doré qui encadrent les fenêtres et la porte, qui font partie d'une série de 6 et qui ont été dessinés par Brongniart, qui l'on doit la Bourse de Paris, en tout cas pour la partie en bois doré, puisque la partie luminaire en bronze a été rajoutée sous le Second Empire.
Vous avez également sur la cheminée un ensemble de candélabres en bronze doré et une pendule également en bronze doré du début du XIXe siècle. Les candélabres font partie de ce qu'on appelle le fonds Joachim Murat, qui était, comme vous le savez, un prince et un maréchal d'Empire. Et ce mobilier se trouvait dans leur résidence parisienne, l'Hôtel d'Évreux, qui est l'actuel palais de l'Élysée. Ce fonds appartient toujours au mobilier national. Ce sont des objets d'une très grande qualité artistique. Et je vous parlerai également de ce lustre qui est dû à la maison Thomire, une grande maison qui a travaillé sous l'Empire également. C'est un lustre en bronze et en cristal de Bohême qui est assez rare puisqu'il existe assez peu de lustres de cette époque. Et il ornait la chambre de l'empereur au Palais des Tuileries, au tout début du XIXe siècle. Enfin, le tapis, qui est un tissage toujours de la manufacture de la savonnerie, est un tapis qui fait le lien en fait entre la famille d'Orléans et, je dirais, l'Empire, puisqu'il a été commandé en 1840 d'après un dessin de Saint-Ange pour le château de Fontainebleau, et il a été achevé sous le Second Empire pour être installé dans cette pièce au début du XXe siècle. Je vous ai parlé très rapidement du roi Jérôme que vous voyez au-dessus du canapé. Donc là, vous le voyez en costume du sacre. Jérôme Bonaparte, en fait, a une histoire assez étonnante dans la fratrie de Napoléon Ier. C'est son frère cadet. Il a, au tout début de sa carrière, puisqu'il faisait partie de la marine, il était officier de marine, il s'est rendu en fait aux États-Unis, enfin en Amérique. Il a épousé une demoiselle Patterson, qui habitait Baltimore. Et lorsque son frère Napoléon Ier l'a appris, il lui a demandé de rentrer en France pour épouser une princesse de son rang. Jérôme Bonaparte, qui était surnommé par ses concitoyens de Cassel, puisqu'il était roi de Westphalie, était surnommé König lustig, puisque c'était un roi qui pensait un petit peu plus à s'amuser et à briller par sa cour qu'à s'occuper des affaires de son État. Donc vous le voyez en fait dans un costume relativement classique sous l'Empire, en roi, en majesté, et sur le trumeau de la cheminée, vous pouvez le contempler également dans un portrait ovale qui le représente comme officier. Donc de cette pièce, nous passons directement au bureau du ministre de la Culture. Donc vous aurez la chance de découvrir le mobilier qui a été installé à la veille des Journées du patrimoine et à la demande de Madame Bachelot-Narquin. Il est d'usage en fait que les ministres de la Culture, quand ils prennent leurs fonctions, choisissent parmi les collections du mobilier national un certain nombre de pièces d'ameublement dans lesquelles évidemment ils se sentent tout à fait à leur aise. Madame Bachelot-Narquin a choisi un mobilier de Pierre Paulin qui est assez emblématique puisqu'il s'agit en fait du mobilier qui avait été commandé par François Mitterrand pour son bureau du Salon Doré à l'Élysée. Alors c'est un mix. Vous avez donc le bureau en lui-même et ses deux chaises visiteurs et le fauteuil de bureau. C'est un mobilier en aluminium recouvert de cuir bleu qui avait été choisi en fait par François Mitterrand à la suite d'une exposition qui se tenait sur l'artiste Paulin au Musée des Arts Décoratifs. C'est une commande qui a été faite au tout début des années 80 et qui a été réalisée en fait et déposée à l'Élysée seulement au tout début du second septennat de François Mitterrand en 1988. Donc au mobilier de Paulin, en fait, Madame Bachelot-Narquin a choisi 4 fauteuils visiteurs d'un artiste qui s'appelle Warren Patner, un artiste assez emblématique des années 60. Et sous ces fauteuils, un tapis qui a également été réalisé par Pierre Paulin, qui s'appelle Los Angeles, qui est un tissage de la manufacture de la savonnerie également. Sur la cheminée, vous pouvez remarquer un tableau qui est assez intéressant, un tableau du peintre Dantan, qui représente Gustave Laroumet, qui est en quelque sorte un petit peu l'ancêtre du ministre de la Culture, qui était donc directeur général des Beaux-Arts, dans son cabinet de travail, donc dans cette pièce, à l'extrême fin du XIXe siècle.
Et ce que j'ai oublié de vous préciser en préambule, c'est que le ministère occupe cette aile du Palais Royal depuis 1875, mais à l'époque, nous étions rattachés au ministère de l'Instruction publique et nous étions une sous-direction des Beaux-Arts. C'est pour ça que vous avez cette pièce qui a été acquise par le ministère de la Culture dans les années 90 pour son côté anecdotique et représenter la continuité en fait, de l'État, puisque vous voyez que finalement les décors ont assez peu changé. Ce que je pourrais vous dire également sur la pièce, c'est qu'elle a été dès l'origine un cabinet de travail. C'était le cabinet de travail du duc ou de la duchesse d'Orléans. C'est toujours l'architecte Fontaine qui en fait s'est contenté en quelque sorte de remonter des boiseries Louis XVI dans cette pièce. Et vous pouvez remarquer qu'on est vraiment dans un cabinet de travail puisque en dessous de porte, on remarque un certain nombre d'instruments, de musique, de géométrie qui symbolise tout ce que les princes de l'époque se devaient d'étudier pour avoir un enseignement, j'allais dire, assez classique. Nous allons à présent passer dans le bureau de la directrice de cabinet de Madame Bachelot-Narquin. C'est une pièce, comme vous pouvez le constater, qui est un petit peu plus vaste. On pense qu'il s'agit d'un salon, sans savoir exactement quelle destination cette pièce avait. C'est un ameublement assez hétéroclite, puisque cela regroupe des pièces de différentes époques. Vous avez ce coin salon qui est pour le canapé et les fauteuils, un ensemble qui a été créé par une maison belge qui s'appelle JBN. Le tapis est un tapis de David Tremlett. C'est un tissage également de la manufacture de la savonnerie. Et puis cette tapisserie qui orne le mur principal de la pièce, que l'on doit à Jacques Despierres, qui est un peintre décédé et qui représente les toits de Paris. Je ne vous ai pas parlé des deux lustres qui se trouvent dans ces deux pièces et qui font partie d'un ensemble de 3 lustres. Ils ont la particularité de ne pas avoir de pampilles de cristal. Ce sont des lustres qui sont issus de la maison Gall, qui est le bronzier de Napoléon Ier, et qui représentent des nymphes qui jouent des instruments de musique et qui sont assises sur la coupe. Alors cette pièce aussi a été décorée par Fontaine. Il s'est contenté en fait de réemployer des éléments du XVIIIe siècle qui sont un peu antérieurs à ce que je vous ai montré dans le bureau de la ministre. Donc là, on est plutôt dans les années 1750. Le plafond, lui, a été remanié au XIXe siècle. Le bureau est un bureau créé par Isabelle Hébet, par l'Atelier de recherche et de création, qui est une petite entité du mobilier national créée à la demande d'André Malraux au tout début des années 60 et qui est chargée en fait d'éditer à partir de projets d'artistes français des meubles contemporains pour meubler justement les palais de la République et les représentations diplomatiques de la France. L'architecte Fontaine, en fait, dans cette pièce, a également installé ces quelques médaillons que vous voyez au-dessus des fenêtres et des portes. Donc, dans le médaillon central, vous avez la déesse Diane, et en partant de la gauche, donc des allégories de la prudence au-dessus de la porte, de la force, et sur votre droite, la vigilance et la connaissance, qui est reconnaissable avec son livre ouvert. Nous allons passer maintenant dans la dernière pièce du ministère de la Culture, le grand salon, où se trouve actuellement une exposition pour les Journées du patrimoine animée par l'Institut national du patrimoine sur les métiers de conservation et de restauration d'objets d'art. Cette pièce a la particularité en fait d'avoir été recréée de toutes pièces à la demande de Jacques Lang à la fin des années 80. Car quand Jacques Lang s'est vu confier les célébrations du bicentenaire de la Révolution, il a demandé à ses collaborateurs de lui trouver un salon, un petit peu plus grand que le salon Jérôme par lequel nous avons débuté notre visite. Cette pièce en fait avait été à la fin des années 50 séparée en 8 bureaux et à partir d'une gravure aquarellée de Fontaine,
les artisans du mobilier national ont reconstitué la pièce telle qu'elle était à l'époque de Louis-Philippe, roi des Français, Louis-Philippe Ier. Et là, vous vous trouvez en fait dans le salon de réception de son épouse Marie-Amélie. Donc il faut imaginer la pièce meublée avec un immense tapis qui couvrait le sol, qui malheureusement est dans un état qui ne permet pas d'être restitué. Il est toujours dans les collections du mobilier national. Mais pour compléter l'ameublement, le mobilier national nous a déposé 3 lustres en cristal de Bohême et en bronze doré, qui sont des lustres d'époque Restauration, qui font partie d'une série de 40, toujours conservés et qui appartenaient aux collections du Palais des Tuileries. Sur les cheminées, vous avez également un ensemble de candélabres et de pendules qui, à l'origine, étaient dans le Palais de Saint-Cloud. Et enfin, devant les fenêtres, ces pliants que l'on attribue à Jacob Desmalter et qui appartiennent au même fonds de Joachim Murat qu'on a pu rencontrer dans le salon Jérôme lorsque je vous ai parlé des torchères, enfin des candélabres, pardon. Pour meubler cette pièce, qui est donc une restitution de la fin du XXe siècle, Jacques Lang a également commandé à l'Arc, donc à l'atelier de recherche et de création du mobilier national, une série de lampes que vous voyez posées sur les petites consoles entre les fenêtres. Ces lampes sont attribuées au studio Nassau. Elles sont en ébène de Macassar pour leur partie socle et en verre sablé pour leur partie luminaire. J'ai oublié de vous dire que dans cette pièce, il y a un élément qui est encore d'origine, c'est la fameuse corniche que vous voyez courir le long du plafond avec cette énorme guirlande de fleurs. C'est une corniche que l'on attribue à Contant d'Ivry, qui est l'architecte qui a travaillé sur la façade principale du Palais Royal que vous pouvez apercevoir à travers les fenêtres et qui est aujourd'hui réservée, enfin dévolue au Conseil d'État. J'espère que cette visite du ministère de la Culture vous a plu et je vous engage à visiter le Palais Royal qui est vraiment un monument très emblématique de Paris. Et je vous propose de nous retrouver pour une séance de questions-réponses tout de suite.